Les vaches sont une des choses pour combattre le changement climatique. On ne peut pas manger du bœuf à la quantité qu'on fait présentement. On le vit sur le gras de la terre les dernières 50 années. Le fat of the land, là, ça n'existe plus. On le sait, le bœuf, c'est polluant. Les Canadiens produisent 716 millions de tonnes d'équivalent CO2 par année. On estime que 12 % est attribuable au secteur agricole si on considère les combustibles fossiles utilisés par l'industrie. Le tiers des émissions de l'agriculture provient du méthane émis par les ruminants qui digèrent. Pour produire 1 kg de bœuf vivant au Canada, on va générer l'équivalent de 10 kg de CO2. C'est 5 fois plus que pour le porc, 10 fois plus que pour le poulet. Sachant ça, est-ce que c'est possible de manger du bœuf sans se sentir coupable? La majorité des bovins au Québec sont nourris avec des céréales comme le maïs. Le grain, c'est plus calorique que l'herbe, donc les vaches grandissent plus vite. Au Québec, 90 % du grain qu'on produit est destiné aux animaux. Plusieurs producteurs de grains vont labourer leurs terres, et quand on laboure, le sol va rejeter du gaz carbonique dans l'atmosphère. Beaucoup utilisent des engrais, comme l'azote, pour enrichir leur sol. Et quand on utilise trop d'azote, les micro-organismes du sol se mettent à produire du protoxyde d'azote. Ça, c'est du gaz hilarant. Mais dans ce cas-ci, c'est pas drôle. Le protoxyde d'azote, c'est 300 fois plus puissant que le gaz carbonique en termes de réchauffement climatique. On est présentement en route vers Saint-André-Avelin. Ça, c'est en Outaouais, pour ceux qui ne savent pas c'est où. On s'en va rencontrer Paul Slum, qui est un éleveur. Il produit du bœuf en pâturage. Il dit que son bœuf est tellement performant qu'il serait même carboneutre. On sent que je suis très à l'aise. Attention, tu marches. Trop tard. Lui, c'est Paul Slump. Sur sa ferme, il élève 200 vaches. Et si on lui dit qu'elles sont polluantes, ben lui, il pense plutôt le contraire. Pour moi, les vaches sont une des choses pour combattre le changement climatique. C'est rare qu'on entend ça, des vaches pour lutter contre les changements climatiques. Ça, c'est la terre de Paul sur laquelle vivent ces vaches toute l'année. Elles restent dehors tout le temps. Elles se nourrissent exclusivement d'herbe. Mais au lieu de les laisser brouter où elles veulent, Paul utilise une technique appelée le pâturage adaptatif à enclos multiples. En gros, sa terre est divisée en 40 parcelles. Plusieurs fois par jour, il déplace son troupeau. Il lui fait faire une migration. La technique s'inspire des migrations effectuées par les bisons. Les vaches et l'herbe travaillent ensemble pour prendre le carbone dans l'air et mettre ça dans le sol. C'est pas vraiment les vaches qui font ça, c'est les plantes. Donc, sur le sol, on a les feuilles de plantes qui poussent et dans le sol, on a les racines. Dans leur rotation, les vaches mangent en partie des plantes, mais pas trop. Elles doivent rester en vie. Voilà pourquoi il faut que la rotation soit bien faite. Après avoir été broutées, les végétaux utilisent l'énergie de leurs racines pour stimuler la croissance de nouvelles feuilles. Grâce à la photosynthèse, ces feuilles captent le gaz carbonique et le transforment en glucose tout en renvoyant de l'oxygène dans l'air. Une portion du glucose va ensuite servir à développer le système racinaire. Une partie des racines va mourir et devenir du carbone séquestré dans le sol. C'est une des formes de carbone plus stables dans le monde. C'est les anciennes racines qui restent juste dans le sol. Avec ce cycle d'herbe et les racines, on peut mettre plus de carbone dans le sol que le vache peut produire avec le méthane dans le rumen. On va s'entendre, le discours de Paul, c'est loin d'être la norme. Plusieurs études ont démontré que les vaches au pâturage peuvent être plus polluantes que celles qui grandissent dans les parcs d'engraissement. Parce qu'elles se nourrissent d'herbe, un aliment qui est moins calorique que le grain, les vaches au pâturage ont besoin de plus de temps pour atteindre un poids commercial. Elles vont donc émettre du méthane plus longtemps. Mais le secret, ce serait les rotations qui permettent à l'herbe de jouer son rôle. C'est la gestion de pâturage qui est importante. On ne peut pas juste laisser les animaux dans un champ d'herbe et retourner dans 3 mois et avoir une expectation de mettre du carbone dans le sol.
Donc, on vient de prendre la route, on retourne vers Montréal parce qu'on s'en va rencontrer un boucher qui a décidé de se spécialiser là-dedans, dans le bœuf éco-responsable. Il s'appelle Pascal Le Boucher. Pascal, est-ce que c'est possible de manger du bœuf sans se sentir coupable? On ne peut pas manger du bœuf à la quantité qu'on fait présentement. C'est pour ça qu'il faut drastiquement réduire notre quantité de bœuf et de viande qu'on mange. Mais quand on en mange, de s'assurer que ça vient de petites productions qui sont dans une rotation intensive, qui sont dans un équilibre sur la ferme, qui sont en synergie avec la production maraîchère, exemple, qui est sur la ferme. Il faut revenir un peu à cet équilibre-là qu'on s'est éloigné avec la production intensive qu'il y a présentement. Est-ce qu'automatiquement, lorsqu'on parle de plus petite production, les clients vont devoir payer plus cher? Il n'y a pas l'économie d'échelle qui vient avec, c'est sûr. Ils vont vraiment vouloir donner une alimentation qui est adaptée aux besoins de l'animal. Ils ne vont pas utiliser des intrants pour que les animaux grandissent plus vite. Ils vont donner beaucoup d'espace aux animaux, et donc ils vont bouger. Donc tout ça prend plus de temps, plus d'énergie pour arriver à un même poids carcasse que quelque chose de conventionnel. Donc oui, ça va faire que ça va se refléter au prix à la fin. Sauf que pour moi, c'est le vrai coût de ce que ça représente de manger de la viande. Qu'est-ce que tu souhaites que tes clients fassent dans leur consommation de viande? Qu'ils posent des questions, premièrement, savoir d'où ça vient, de s'informer qu'est-ce qu'ils mangent, de se rapprocher de ceux qui produisent les aliments. Quand on sait d'où ça vient, on crée de la valeur, on s'attache à nos aliments. Là, présentement, on est un petit peu trop déconnecté de notre alimentation, de notre agriculture, puis il faut se rapprocher de ça. Mais c'est en faisant des activités agrotouristiques ou en s'informant, en se rapprochant de nos producteurs que ici, ça peut faire partie de la solution. Là. On a quitté Montréal, on se dirige vers un des fournisseurs de Pascal Le Boucher, Brian Maloney, qui est considéré par plusieurs comme le pionnier de l'élevage de bœuf à l'herbe au Québec. Aujourd'hui, il reçoit une quarantaine de personnes d'un peu partout dans la province. Ces personnes souhaitent en savoir un petit peu plus sur son type d'élevage. Pour moi, aujourd'hui, it's a great day. On travaille dans les jours comme ça tout le temps. Puis tu vas avoir l'expérience avec nous autres aujourd'hui. Tu sais, c'est pas tout dans des petits lapins puis des butterflies alentour de la ferme. Là. It's a great day. Vraiment un great day. Quand on visite la ferme de Brian, il nous parle beaucoup de ses vaches, mais surtout de son sol. Depuis 40 ans, il élève ses vaches en pâturage avec l'objectif de séquestrer du carbone. Il est lui aussi convaincu que les bovins ont un rôle à jouer non seulement pour limiter les changements climatiques, mais aussi pour enrichir les sols. Votre sol, il a de l'air de quoi ici? C'est quoi sa santé? 15 % de matière organique. On estime que les sols agricoles du Québec ont en moyenne 5 % de matière organique. Et cette proportion est en baisse constante depuis des années. Tu sais, on est capable de sentir, il y a quelque chose en dessous de notre pied, là. C'est vivant. Il y a du masse. Ça, c'est les maisons de les vers de terre. Il fait la fertilité pour nous. Le sol est frais, les vers de terre travaillent encore. Même un dimanche, ils travaillent. Vous mettez pas d'engrais, vous labourez pas, vous mettez pas de semences. Comme les bisons. Tu sais, j'ai rien inventé, là. Le modèle est là. Tout ce que j'ai appris sur mon métier est basé sur les bisons. Les ruminants, ils ont créé une planète qui est en pleine santé. Il y a des troupeaux existants qui est à 20 km de large, 50 km de long. Un troupeau. Il n'y avait pas de problème de méthane. Au fond, vous avez l'impression que la nature, c'est un peu votre modèle? Totalement. Totalement. On n'a pas besoin d'aller plus loin que les bisons. 10 000 ans passés, ils gèrent leur troupeau eux-mêmes. Et chaque année, ça marche bien. Jusqu'au temps que l'homme arrivait sur cette situation, plus de bisons. Nature, bisons, l'herbe, des pieds à terre, c'est symbiotique. C'est quelque chose qui va tout ensemble. On a des sols qui est rendu presque pauvres maintenant au Québec. Oui, la terre était capable de faire ça pour une cinquantaine d'années. Là, c'est fini. Là. Puis c'est pas compliqué. On prend ce qu'on a besoin, on retourne au sol. On va être bon pour les prochaines 100 ans, puis des 100 ans, puis des 100 ans après ça. On le vit sur le gras de la terre les dernières 50 années. The fat of the land, là, ça n'existe plus. Matière organique est baissée. Enlève juste un peu moins, retourner au sol, puis on va corriger la situation. La première philosophie, c'est cheap and lazy. Je veux pas trop travailler et je veux pas trop dépenser l'argent. Si les animaux sont capables d'aller au champ et récolter quelque chose, moi, je n'ai pas besoin de travailler.
S'ils sont capables d'aller dans le champ puis déposer leur fumier, mais je n'ai pas besoin de charrier de fumier. Cheap and lazy. La grosse brune avec la tête blanche, c'est la leader. On le garde juste parce que j'appelle, elle avance, tout le monde le suit. Elle est chanceuse qu'elle fait ça bien, sinon elle serait en saucisse depuis longtemps. La définition d'un pionnier, c'est celui qui a des flèches dans le dos. Tranquillement, là, des gens enlèvent des flèches. Là. Si on veut suivre des modèles, là, on va être juste aussi bon que la moyenne. Mais est-ce que ton objectif dans la vie, c'est être aussi bon que la moyenne? Donc le bœuf est diabolisé par certains, pour d'autres, c'est la solution. Pour mieux comprendre, on se rend à Ottawa pour rencontrer un chercheur qui se spécialise dans le calcul de l'empreinte carbone des produits agricoles. Bonjour, M. Desjardins. Bonjour, Maxime. Voici Raymond Desjardins, co-lauréat du prix Nobel de la paix en 2007 pour ses contributions aux travaux du GIEC. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a la chance de rencontrer un prix Nobel? On s'en va dans un pub écossais pour manger un VG Burger. Santé. Santé. Est-ce qu'on devrait se sentir coupable de manger du bœuf? On ne devrait pas se sentir coupable complètement parce que le bœuf a sa place, parce qu'on a des prairies et le bœuf, c'est le seul animal qui peut convertir l'herbe à des protéines. Alors, il ne faut pas se sentir complètement coupable, mais il faut y penser un peu. Parce que les émissions des animaux, comme le bœuf, à l'échelle globale, ils produisent environ 14,5 des gaz à effet de serre. Alors, Sur la planète? sur la planète, oui. Du bœuf carboneutre. Vous pensez quoi de ça? C'est une bonne ambition. Il y a des gens qui ont écrit une couple de publications aux États-Unis qui disent que c'est très, très bon l'approche de multipaddock. Nous autres, on a fait des études où on a vu des bonnes relations entre le montant d'animaux et la séquestration de carbone. Cette séquestration de carbone équivaut environ à 400 kg de CO2 équivalent par année. Un bovin produit en moyenne 2200 kg de CO2 équivalent. Effectivement, on pense, nous autres, en moyenne au Canada, que les bovins sur les prairies émettent environ 800 au lieu du 2200 parce qu'ils causent la séquestration de carbone dans nos sols. 800 kg d'équivalent CO2 par année au lieu de 2200. C'est peut-être pas carboneutre, mais c'est mieux que rien. Des études américaines ont démontré que les systèmes de pâturage adaptatif à enclos multiples auraient le potentiel d'atteindre une carboneutralité, du moins de séquestrer une quantité importante de carbone dans le sol pour compenser le méthane produit par les vaches. Mais ces études ne sont pas faites dans le contexte canadien. Je pense que nous sommes 4 fermes au Québec qui font ça. Nous sommes au début de ce système. C'est tout nouveau. Et avec notre observation, on commence à voir vraiment une différence. Mais qu'est-ce qu'il manque, c'est les universités qui font les recherches sur nos fermes pour dire oui, ça fonctionne et non, cette pratique ne fonctionne pas vraiment, mais on peut l'améliorer avec ça. Selon l'équipe de recherche de Raymond Desjardins, les organisations de santé recommandent en moyenne aux Canadiens de se limiter à 20 kg de viande rouge cuite par année. Si ces 20 kg étaient constitués de 25 de bœuf de pâturage et de 75 de porc, 7,7 millions de tonnes d'équivalent CO2 seraient retranchées sur le bilan annuel de l'agriculture. C'est près de 10 des émanations du secteur. Qu'est-ce que les Canadiens devraient faire comme changement dans leur alimentation? Certainement diminuer le montant de bœuf, aucun doute. Et penser plus à la question de protéines, des végétaux. C'est certainement une bonne chose à penser. C'est pas un problème d'agriculture, c'est un problème de consommateur. Que des gens ne sont pas prêts à payer le vrai prix que ça coûte pour faire une bonne agriculture. Mais des fois, on est obligé d'investir dans l'alimentation. T'sais, on n'a pas besoin de manger beaucoup, mais mange de bonne qualité. J'ai déjà entendu Dave Suzuki dire qu'il faut se considérer comme en guerre contre les changements climatiques et regarder à toutes les solutions potentielles. Et il y en a beaucoup dans le secteur agricole. On peut faire notre possible. T'sais. Merci, M. Desjardins. Ouais, Merci enchanté. beaucoup. It's a great day! It's a great day!